attentivement suivi cette actualité, même si Thomas Dakin-Nteb avait fait preuve d'une indiscipline caractérisée, pourquoi ne pas choisir un autre traitement, par exemple l'isoler? Je me croyais au barreau. Je voudrais dire à mon frère Dicap que je ne sais pas si il maintient que lorsqu'on est dans l'administration, on se confond au RDPC. Il l'a dit tout à l'heure et il a dit qu'il y a que si l'administration se confond au RDPC, ça veut dire que tous ceux qui ont travaillé pour le RDPC, pour l'administration, ont travaillé pour le RDPC. Y compris ceux qui étaient en 2008. Tu aimes beaucoup ce cache-sexe. Au moment où on tuait, où il y avait des meutes, où nous autres étions avocats pour défendre ceux qu'on a... Tu as le sentiment que Jean de Dieu Momo décide de quelque chose au gouvernement qu'on arrêtait. Mais tu as le sentiment que Jean de Dieu Momo joue un rôle là au gouvernement. Sans tenir compte de leur... Il impacte ta vie d'avocat. Sans tenir compte de leur impact, de leur... Maître, je vous en prie, restons sur le sujet. Non, Madame la Présidente, s'il vous plaît, moi je suis très poli, hein, mais je ne veux pas qu'on me muselle. Parce que s'il y a une personne dont le nom passe ici, qu'on envoie à la vendue populaire, c'est moi. J'ai des enfants, j'ai de la famille. Il n'y a pas de raison que du candidat quand tu as parlé de nécropolitique, tu n'as pas pensé que les autres avaient de la famille. Que l'autre parle du quand tu as parlé de nécropolitique, tu n'as pas pensé que les autres avaient de la famille. On commence tu pleures vite. à me dire que non, on reste dans le sujet. Attendez, il n'y a pas de problème. Je vais vraiment montrer des contradictions des gens qui vous disent d'un côté l'administration c'est le RDPC et quand ils sont dans l'administration, ils ne sont plus dans le RDPC, ils travaillent pour l'État, pour le Cameroun. Revenons 10 ans en arrière. Alors je reviens pour vous dire une chose, madame. Là je m'habille, je porte ma tenue d'ancien président de la Commission des droits de l'homme de Paris. J'ai été à l'école à Strasbourg pour faire les droits de l'homme, pour apprendre les droits de l'homme. Je suis rentré en France, à Paris, pour continuer à faire la formation des droits de l'homme. Il faut que cela soit su. Pour dire quoi? Pour dire que, à ce titre, nous avons fait des enquêtes dans les prisons. À ce titre, nous avons envoyé des gens à Douala, à Yabassi, à Mbaga et autres. Et dans le livre que j'ai ici, qui va sortir, qui sera envoyé dans quelques jours, je parle très bien de la prison. Je suis au moins d'accord avec vous qu'il y a des choses à faire dans nos prisons. Que nos prisons doivent être améliorées. Les conditions de vie dans nos prisons doivent être améliorées. Ça, c'est un fait. Oui, les gens vivent mal dans les prisons. Nous avons ce qu'on appelle les pingouins. Les pingouins, ce sont ces Camerounais qui sont condamnés, enfin ces personnes qui sont condamnées, qui n'ont pas où dormir. Ils n'ont pas ce qu'ils appellent le mandat. Le mandat, c'est les places qu'on a dans les cellules. Ils dorment dehors, qu'il pleuve, qu'il neige, ils sont mouillés. Il y en a. Ça, on ne peut plus pas vous dire que c'est le paradis là-bas. Mais j'ai l'obligation de vous dire quand même qu'il y a des améliorations qui sont opérées. Je suis au barreau depuis, j'ai parti à l'avocat stagiaire en 1997. Ça fait 36 ans que je suis là. Que j'ai été dans cette prison-là pour voir ce qui se passe. Lorsque je regarde aujourd'hui, même au niveau des paloirs, il y a des améliorations. Lorsqu'on sait qu'on a construit la prison de Goma, je croyais que mon frère, mon voisin de gauche, qui voulait être un peu objectif, c'est bien de taper sur les pieds, les doigts, mais il faut quand même dire parfois, c'est que, oui, on a créé, il y a une nouvelle prison qui est ouverte. Ah bon? À PK19. Elle a été inaugurée. Si, elle est ouverte. Les gens, ils sont... Vous l'avez inaugurée en catimini? Elle n'est pas officiellement ouverte. Moi, j'ai rencontré quelqu'un qui y travaillait, elle n'est pas officiellement ouverte. Est-ce qu'il y a des prisonniers là-bas? C'est la question. C'est comme les routes. Est-ce que le pont de Bourgoin a été... Est-ce que le deuxième pont de Bourgoin a été officiellement inauguré? Donc, je dis donc qu'il y a des choses qui sont en train d'être faites. Au niveau des maltraitances, surtout, maître, qu'est-ce que vous en pensez? Des maltraitances physiques. C'est de ça qu'on parle. Donc, je vous disais donc que ce n'est pas le paradis là-bas. Il y a des améliorations et qu'on doit encourager. Et c'est l'un des rôles de mon livre. J'en parle. Je dis qu'il y a des choses qui doivent être faites. Parce que moi, j'en été victime. Il y a 3 Georgiens qui est sorti de prison. Il était accusé de meurtre. Quand vous avez même fait un reportage sur lui, meurtre de son conjoint, de sa conjointe de son fils, du côté du truc. On l'a quitté pour faire nos rétablir. C'est moi qui ai plaidé pour lui, je suis content qu'il est sorti. Mais je veux dire que à cette occasion, j'étais en prison. J'ai vécu des choses incroyables. On a vécu, j'ai un confrère, Maître Bissaï, Esaïe Bitré, qui avait fait un reportage, un rapport lors d'une visite dans une prison. Il a dit comment on tapait les gens sur les pieds.
Tout à l'heure, vous avez évoqué un terme, un mot, la sanction, la discipline. Ça fait partie de ce qu'on appelle l'ensemble des règles des Nations Unies, l'ensemble des règles à minima des Nations Unies pour le traitement des détenus. C'est un texte qui a été voté en 1955 par les Nations Unies, qui en 1995 a été revisé avec, comme nom aujourd'hui, on appelle ça les règles, ensemble de règles, les règles Nelson Mandela, où on vous dit comment les prisonniers sont traités dans les prisons, où on vous parle de mitards. Les mitards, c'est quoi? C'est des cellules où on vous garde en isolement. Des cellules disciplinaires. Des cellules disciplinaires. On vous parle de même des violences physiques. C'est écrit noir sur blanc. Donc je veux dire, lorsque nous crions, c'est normal. Mais il faut souvent se baser sur quoi sont fondés les gardiens de prison pour faire ce genre de choses. Pour la torture, elle est interdite. Elle est condamnable. Les traitements inhumains sont interdits, c'est réalisé et c'est dommage. Il faut se battre pour que ça cesse. L'humanisation des prisons, je vais vous raconter une histoire. En quelques secondes? Oui, elle est importante parce que moi c'est beaucoup plus didactique. Moi, ce n'est pas les histoires de politique, politicienne. Ça ne m'intéresse pas du tout. Les prisonniers portaient les tenues. Dans certains pays du monde, ils continuent à les porter. Au Cameroun, on a décidé, le sultan Ndjoya, Ibrahim Bomo Ndjoya, alors ministre de l'administration territoriale, qui à l'époque dont dépendait l'administration pénitentiaire, aujourd'hui c'est l'administration de la justice, avait décidé qu'on enlève, qu'on ne porte plus les tenues pénitentiaires. Donc les gens sont prisonniers, montent, ils descendent, on ne voit pas. C'est les droits de l'homme qui sont protégés. Ça, il faut qu'on le dise. Et ça, c'est le gouvernement de RDPC. Il ne faut pas qu'on oublie. La deuxième chose qu'il avait faite, la deuxième mesure, c'est que les prisonniers étaient toujours enchaînés et menottés quand ils entraient à l'audience. Quand on appelait votre affaire, c'est à ce moment-là qu'on enlevait les chaînes pour venir vous présenter devant la barre. Et dès que vous rentrez, on vous remettait les chaînes. Donc vous devez être entravé pendant pendant les 2, 3 heures, 4 heures, 10 heures de truc. Le ministre a enlevé cela. Et je vous raconte ce qui s'est passé. J'étais encore jeune avocat stagiaire d'ailleurs, lorsqu'il y a ce qu'on appelle l'équipe nationale du crime. Ces gars ont désarmé les gardiens de prison en pleine salle d'audience. La chef cour d'appel à l'étage. Madame Choumi, Anne, elle était magistrate. Ils ont profité du fait qu'à 13 heures, les gens étaient un peu fatigués. Ils ont pris les armes. La chance qu'on a eue, c'est qu'ils n'ont pas voulu tirer. Ils ont voulu partir. Ils sont partis sans tuer qui que ce soit. Vous voyez donc là où part la liberté. Et je parle de ça pour dire quoi? Pour dire que lorsque, par exemple, on voit les gens enchaînés dans les hôpitaux, du point de vue visuel, ça présente mal. Mais il ne faut pas se limiter à ce truc visuel. Il faut essayer d'aller un peu plus loin. Se dire pourquoi est-ce qu'on les fait? Tout simplement parce que le gardien de prison, le pauvre gardien de prison, qui doit également être protégé, si ce monsieur s'en va demain parce que c'est complice, on veut l'enlever, ce monsieur, le garde prisonnier là, il part à le remplacer en prison. Merci. Pas de son emploi. Donc je veux dire que j'explique seulement ce nombre de choses. Je vais pas aller au détail parce qu'on va commencer à dire que je ne suis pas humain, mais j'explique les choses. Il ne suffit pas de dire qu'on a vu quelqu'un en train de marcher avec un pied sans savoir qu'il a cogné un pied pendant, il s'est blessé pendant qu'il cognait. Donc il faut expliquer certaines choses pour cette raison que ceux qui ont essayé de parler au moment où on parlait de ces détenus qui étaient attachés, il y a eu beaucoup d'autres photos qui sont parties du monde entier qu'on vous montrait dans toutes les prisons du monde. On vous dit regardez. Et je termine en disant Crime Dixit, regardez l'émission qui porte sur les bâtons, sur les prisonniers. Ils sont toujours enchaînés. Même à l'intérieur de la prison, avec la tenue rose. Orange, je veux dire. Quand on veut les faire sortir de la cellule, ils mettent les mains dehors, on met les menottes avant d'ouvrir, avant qu'ils ne sortent. Ça dépend de leur dangerosité. Donc la prison, c'est autre chose. C'est pas comme la vie civile. Il y a des règles qui est là-bas. Rien, cependant, ne peut justifier qu'on soit en train de frapper 600 coups sur les pieds de quelqu'un. Ça, c'est inadmissible. Docteur Aristide Monod, votre analyse sur cette thématique, la déshumanisation qui s'accentue de plus en plus dans nos prisons. Je vais toujours, avec votre permission, revenir sur les propos de Maigre. Il a dit tout à l'heure que nous faisons dans la nécropolitique. J'aimerais lui faire savoir que j'ai commis un article sur la nécro-rumeur
On sait ce que signifie la nécropolitique. Ça signifie qu'on veut tirer avantage politique d'une situation de deuil. Je ne sais pas qui tire avantage de ce genre de situation sur ce plateau. Il a également pris un exemple qui est indiscutable. Il parlait du ministre Ibrahim Bombou-Ndjoya qui avait décidé qu'on enlève les minutes aux prisonniers lorsqu'ils doivent se présenter devant le juge. J'aimerais savoir ce qui peut sembler un peu grave entre celui qui est minuté devant le juge et celui qui est minuté couché sur le lit d'hôpital. Je ne sais pas si on peut saluer cet exemple tout en... Mais j'ai expliqué dans le deuxième cas. Non, j'ai bien expliqué le deuxième cas. J'ai expliqué le deuxième cas. Faut le dire. Je l'ai expliqué. Oui, donc, okay. En fait, il me semble que le fait de laisser un Camerounais, un citoyen, un humain, souffrir sur un lit d'hôpital avec les chaînes, absout totalement tout triomphalisme autour de celui qui aura décidé qu'on enlève les chaînes devant le juge. Donc lorsqu'on essaie de poser les deux sur la balance, il n'y a pas match. Et je pense aussi que lorsqu'on essaye de vouloir jouer la logique du verre à moitié plein et le verre à moitié vide, il faut être assez conséquent dans la mesure. Il y avait un discours dominant un temps chez les gouvernants. Il disait souvent, beaucoup de choses ont été faites, mais beaucoup reste à faire. Beaucoup de choses ont été faites, beaucoup reste à faire. Verre à moitié plein, verre à moitié vide. J'aimerais savoir, lorsqu'on essaye de comparer les améliorations faites et ce qui reste à faire, est-ce qu'on peut quand même dire, et on peut jouer ces équilibres que beaucoup de choses ont été faites et beaucoup reste à faire? Non. Notre indignation se situe beaucoup plus dans le déséquilibre qui existe entre les améliorations et ce qui devrait normalement... Donc il y a des améliorations, on l'accepte déjà. Mais accepter qu'il y a des améliorations, c'est une étape. Écoutez... Si vous acceptez qu'il y a des améliorations, c'est bon. Maintenant le reste, on peut aller plus loin. Mec, si vous distribuez les petits bonbons aux enfants chaque jour au quartier, et au même moment vous les violez, je ne sais pas si on devrait... Non, je ne sais pas si on doit vous encourager parce que vous donnez quand même les bonbons. On doit reconnaître que vous êtes un bon type. Parce que vous donnez quand même, malgré que vous les violez, on peut quand même dire qu'il donne les bonbons. C'est un problème d'équilibre. Alors, ce que je voulais faire savoir, c'est que ce que nous vivons en termes d'abus, en termes d'humanisme dans les lieux de détention, relève beaucoup plus du zèle des Camerounais. Du zèle des Camerounais, indépendamment des appartenances politiques. Parce qu'on ne sait pas, on ne maîtrise pas bien à quel parti appartiennent ces policiers, ces gendarmes ou ces gardiens de prison. On a eu un cas dans ce pays, le cas Ibrahim Bello. Cet enfant qui avait été terrorisé dans un commissariat d'Umbessa, il me semble. On a été obligé de couper, d'amputer, on a coupé les pieds de cet enfant. Et plus tard, cet enfant est décédé. La posture de l'État, parce qu'il faut toujours la questionner. Au demeurant, c'est l'État qui est en charge de notre sécurité. Qu'est-ce que l'État a fait suite à ce scandale qui devrait normalement servir de jurisprudence pour ceux-là qui doivent gérer les prévenus ou tout simplement les détenus? Qu'est-ce qui a été fait? Est-ce que les sanctions exemplaires ont été appliquées? C'est là le véritable questionnement. Et aujourd'hui, on se rend compte que avec le laxisme de l'État qui n'arrive pas à agir, c'est tout le monde qui se donne des libertés de pouvoir disposer des corps de l'ocre en fonction de son ascendance sur cet ocre. Ça signifie que lorsqu'un gendarme vient vous interpeller, il se prend pour un petit seigneur, il se prend pour un petit Paul Biya, il se dit qu'en fait il n'y aura pas d'impunité parce que bien Carbonala, bon. C'est en fait ce système généralisé qui fait en sorte qu'on puisse récupérer quelqu'un qui a été assis dans un bar pour un problème de téléphone, on vous roue de coups, on vous chandélise et on vous jette comme ça en prison tout en vous demandant d'aller vous plaindre là où vous voulez. C'est la République des... Tu sais à qui tu as affaire. Tout le monde se sent dans cette République. Et cela interroge davantage la question de l'humanisme. Ça veut dire qu'avant de poser un acte, en tant que membre de la communauté, vous devriez vous poser la question de savoir
Et si c'était à moi qu'on faisait cela, comment j'allais réagir? Et si c'était à mon enfant qu'on faisait cela, comment j'allais réagir? Une autre chose, c'est le traitement disproportionné entre ceux qui sont interpellés pour des mêmes cas ou des cas parfois assez graves. On a parlé, le maître Belika a dit que si, par exemple, en se référant au cas des militants du MRC, il disait si un prisonnier arrive à s'échapper, il va arriver que l'État poursuive plutôt le gardien de prison qui devra faire la prison pour lui. Seulement. Lorsqu'il s'agit des gens qui ont volé des milliards, des gens qui ont eu à causer un tort énorme à la République, à ce moment précis, le gardien de prison devient précautieux. Il est prudent. Il ne tient plus compte du fait qu'il peut aller en prison. Il lui sert même le champagne. Mais voilà. Mais lorsqu'il s'agit d'un militant du MRC, immédiatement, il se rend compte qu'il risque la prison et il faut enchaîner le prisonnier. Forcément, même s'il est en train d'agoniser. Donc, il me semble que ça va au-delà de la question des prisonniers politiques. C'est de manière un peu globale. Dans les villages, dans nos localités, on a toujours vu des hommes en tenue se comporter comme des petits barons locaux. On a vu également des officiels de nos établissements de prison se comporter également comme des barons. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Si on n'active pas l'humanisme, on appelle le Léviathan pour agir. C'est l'État qui devrait donc normalement sanctionner. Et il me semble que c'est lui qui a donné les 600 coups du côté des ECA, à défaut d'être sanctionné de la façon la plus dure, on devrait tout simplement lui retirer les galons. Tout simplement.